un politique qui veut aujourd'hui faire un discours écologique, la première chose qu'il doit dire, c'est je dois réduire vos revenus. Ça, c'est honnête. Et c'est vrai. Un revenu, quel qu'il soit, c'est le résultat d'une transformation de matières premières par des ouvriers ou des machines qui permet la génération de richesse, qui vous permet d'avoir des sous sur votre compte. Le revenu, ce n'est pas quelque chose de magique. Donc si vous voulez réduire votre impact environnemental, alors si c'est un politique, il faut qu'il le propose à la société, et si c'est vous, vous devez réduire vos revenus. En fait, si vous ne réduisez pas vos revenus et que vous changez juste votre mode de consommation, vous changez juste les fonctions marketing du capitalisme. Mais en gros, le flux d'énergie qui traverse la société, ça restera le même, parce que faut de salaire, il faut bien le faire, quoi. Donc si vous mangez plus bio que la veille et moins de viande, vous allez changer, vous allez modifier ce qui sera transformé, en fait. Mais il faudra bien faire de la transformation quelque part. Ça, c'est important. Hein. Vous n'allez, je ne pense pas, avant plusieurs années, entendre quelqu'un de politiquement important vous dire il faut réduire les revenus pour protéger l'environnement. Je crois que personne ne le dira ça avant longtemps. Pourtant, c'est la seule façon. La deuxième chose pour éviter le chaos social, c'est aider son prochain. C'est-à-dire que il faut réduire ses revenus et il faut en donner tout ou partie. Tout, c'est pas possible. Donc une partie, la plus grande possible, aux nécessiteux autour de soi, pour éviter qu'ils soient en souffrance, parce que la souffrance, il faut lutter contre, et pour éviter qu'il se révolte, pour éviter qu'il soit, s'il est en mauvaise santé, vecteur de maladie. Donc il faut investir sur la santé, le bien-être, la sécurité des autres que vous, ceux qui sont plus pauvres. Mais pas seulement en France. Nous avons 500 millions de réfugiés climatiques qui sont aux portes de l'Europe d'ici 2050 et plus tard. 500 millions, ça veut dire que nous devons aujourd'hui commencer à résoudre leurs problèmes agricoles pour qu'ils n'aient pas besoin de quitter leur pays et éventuellement venir en Europe. Il faut organiser la diminution du pouvoir d'achat. Et cette organisation n'est acceptable qu'à partir du moment où en face, vous arrivez aussi à faire baisser les charges. Alors la première charge aujourd'hui, c'est celle du logement. On va retomber sur ce que je disais tout à l'heure. Comme de toute façon, pour des raisons énergétiques, il faut faire dégonfler les grandes villes. Ça tombe bien. Si je vous enlève 30% à votre salaire, mais que vous allez dans un endroit où se loger coûte 30% moins cher, que par ailleurs vous faites pousser une partie de votre bouffe, vous achèterez moins de fringues et moins de smartphones. Je ne sais pas si c'est très grave. Ce dont je suis intimement persuadé, c'est que le seul contexte dans lequel ce genre de choses est négociable, c'est si en face je vous amène de l'espoir. Dit autrement, je vous dégage le brouillard devant en vous disant quand même tu vas devant, là ça monte un peu, on va transpirer un peu. Mais je dégage l'horizon et on est sûr qu'on ne va pas tomber dans une crevasse. Je pense qu'il faut absolument tenir ce genre de discours, mais on en revient à ce que je viens de dire juste avant. Il faut être capable de faire la pédagogie du problème si on veut être capable de vendre l'effort face au problème. Ce que je crois aujourd'hui, c'est que dans la population française, une partie des gens ont confusément compris. Ils n'ont pas explicitement compris, ils continuent à tout confondre, ils ont quand même confusément compris que demain, ça n'allait pas être la répétition d'hier et qu'il y allait y avoir des trucs bizarres. Bon. Donc je pense qu'aujourd'hui, quelque part, on n'est pas très loin de pouvoir commencer à accompagner ce mouvement, déjà en expliquant. Moi, je sais que je me suis jamais fait sortir d'un endroit où j'expliquais les choses, y compris à des syndicalistes CGT. Quand on explique les choses et qu'on explique pourquoi, effectivement, il y a des difficultés devant nous qui sont pas liées à la mauvaise volonté de tel ou tel, mais qui sont juste liées à la façon dont le système s'est construit, en général, les gens sont d'accord, ont envie de discuter. Ils commencent à avoir envie de regarder qu'est-ce qu'on peut faire, etc. Alors, un truc qui revient systématiquement, c'est clair que c'est dans une privation générale, le mode de vie de Bernard Arnault est encore plus intolérable. Réduction du temps de travail. Alors là aussi, une économie, ça sert à économiser des ressources. En fait, c'est un protocole d'organisation sociale qui nous permet d'être plus efficaces ensemble afin de ne pas passer 80 heures par semaine à fabriquer chacun une chaise ou un micro ou un stylo ou n'importe quoi. Donc en fait, le but, c'est d'arriver à produire de mieux en mieux pour pouvoir travailler de moins en moins. Donc là déjà, si on commence par là, et aussi si on se rend compte qu'il y a certains trucs qu'on n'a pas besoin de consommer, à travers des logiques de sobriété, les masques, parce que par exemple, on arrive à préserver la biodiversité, donc on n'a pas besoin de les... ça veut dire qu'on peut répercuter ça dans une réduction générale du temps de travail. Donc ça, c'est à la fois une politique d'accompagnement, de se dire, si on vient réduire la production,
on l'a vu dans le premier épisode, la réduction du temps de travail permet de ne pas créer de chômage, brutalement, mais c'est aussi une conséquence désirable d'une réduction des volumes de production et de consommation. En fait, tu viens libérer des heures de travail qui peuvent devenir disponibles pour faire la sieste ou pour aller écrire ou s'occuper des enfants, faire plein d'autres trucs qu'on ne peut pas faire aujourd'hui parce qu'on a des journées de travail qui ne le permettent pas. Donc ça, réduction du temps de travail, c'est peut-être une politique concrète qu'on n'associe pas forcément à la décroissance parce qu'on ne comprend pas très bien à quoi ça servirait. Donc ça, c'est plutôt sur l'aspect social et bien-être. Moi, c'est une façon, et après on parlera plus de l'aspect écologique, mais si je vous dis, en fait, c'est une économie qui sera plus efficace parce qu'on va venir mettre la priorité sur les biens et services les plus intenses en bien-être, et en fait, et à travers une stratégie de sobriété, on va pouvoir libérer des heures qui vont nous permettre, individuellement et collectivement, d'avoir plus de ressources temporelles pour faire des choses qu'on a envie de faire. Là, je pense que la plupart des gens, ils diraient c'est un progrès social, ou même c'est un progrès économique. Si je te dis que là, voilà, on va réorganiser ta vie, et la semaine prochaine, les, je sais pas, 40 heures de travail contraint que tu as par semaine, en fait, ça va être 30 heures. Donc, tu vas te retrouver avec 10 heures de surplus. C'est pas un surplus financier, c'est un surplus temporel. Est-ce que tu t'es enrichi? Peut-être que ton revenu va diminuer un petit peu. Si tu as un haut revenu, il va diminuer un petit peu. Si tu as un très bas revenu, bien sûr, ça va être une réduction de temps de travail avec un maintien du salaire. Mais on va imaginer, ici, tu as un haut revenu, donc tu travailles 30 heures au lieu de 40 heures, tu perds un petit peu en revenu, mais tu gagnes en richesse temporelle. Et ben, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui seraient contents. Chaque année, au premier cours que je donne à Sciences Po, à des étudiants qui sont tous extraordinairement conscientisés sur la question du changement climatique, qui viennent tous en vélo, qui participent à des groupements d'achats locaux de fruits et légumes de saison, etc., etc., je leur dis, vous savez, sans doute, votre décision qui va peser le plus dans votre empreinte carbone cette année, c'est le seul fait d'avoir payé des frais de scolarité à Sciences Po. Parce que Sciences Po va investir en partie ses frais de scolarité dans des industries liées aux énergies fossiles. Et le conseil d'administration de Sciences Po, logiquement, va chercher à rentabiliser au maximum cet investissement et l'ensemble des frais de scolarité qui sont payés par les étudiants. Et aujourd'hui, en tout cas jusque avant la crise du coronavirus, des investissements qui apportaient une rentabilité relativement sûre sur le court terme, c'était aussi des investissements dans les énergies fossiles. Et les étudiants de Sciences Po, réalisant cela, ont créé une association Sciences Po Zéro Fossile et ont commencé à faire des actions de lobbying, etc., pour essayer de convaincre le conseil d'administration de Sciences Po d'investir ailleurs l'argent des donateurs et des frais de scolarité. Et c'est une démarche qui commence à porter ses fruits et de plus en plus de grandes universités sont en train de réfléchir à leur logique d'investissement. Mais chaque année, quand je leur dis, si vous voulez vraiment agir pour le climat cette année, levez-vous, quittez cette salle de classe et allez réclamer à Sciences Po le remboursement de vos frais de scolarité. Aucun étudiant ne le fait jamais. Mais il y a, y compris de la part des gens très conscientisés à l'enjeu climatique, une forme d'aliénation complète entre ce qu'ils peuvent faire en tant que consommateurs et ce qu'ils peuvent faire en tant que citoyens. Combien de fois n'entends-je pas en conférence des gens qui disent « Oui, mais ça, c'est des décisions prises par le gouvernement ou des décisions prises par les multinationales auxquelles on ne peut rien, sur lesquelles on n'a pas de prise. » Comment est-ce que, en tant que citoyen, vous pouvez dire « Ce sont des décisions prises par le gouvernement sur lesquelles nous n'avons pas de prise ». Quel échec de la démocratie que d'en arriver à un stade où on se dit « Nous n'avons plus de prise sur ce que décide notre gouvernement. » Et notre gouvernement n'est pas un petit gouvernement de Sao Tomé et Principe ou du Belize. C'est le gouvernement de la France, qui est la 6e ou 7e puissance mondiale, qui a un siège permanent au Conseil de sécurité de l'ONU. Lorsque les gens disent c'est des décisions prises par des multinationales, ils pensent toujours aux multinationales américaines, en oubliant que la France est le siège d'un nombre incalculable de multinationales qui ont une empreinte carbone considérable. Renault-Nissan, numéro 1 mondial de l'automobile. Lafarge, numéro 1 du ciment.
Carrefour, numéro 2 de la grande distribution. BNP Paribas ou la Société Générale, qui sont des banques qui comptent parmi les principales banques mondiales. Total, numéro 10 des industries pétrolières. C'est quand même pas des multinationales qui ne comptent pas dans la bataille contre le changement climatique. Mais les gens se sont complètement aliénés comme si c'était quelque chose qui leur passait par-dessus la tête. Et donc je crois qu'une des priorités, si on veut lutter efficacement contre le changement climatique, c'est que les gens réalisent à la fois ce qu'ils peuvent faire en tant que consommateurs, et ces petits gestes individuels sont importants, ça représente à peu près 30% des émissions de carbone de la France, selon les pays ça représente entre 25 et 40% des émissions, mais on n'y arrivera pas si les gens ne prennent pas conscience aussi de ce qu'ils peuvent faire ensemble, en tant que citoyens. Il faut que la réception du sérieux change de camp. On ne peut pas continuer à faire comme si la pensée écologiste était l'apanage de quelques doudingues et le dogme d'une croissance immodérée était l'apanage des gens sérieux. C'est exactement l'inverse. Voilà. Il faut que cette idée pénètre la société. Aujourd'hui, prôner une croissance continue revient exactement à dire on est face au gouffre, accélérons. On ne peut pas continuer comme ça. Ce qui ne remet pas en cause les bienfaits réels qu'il y a eu au niveau de la médecine, de l'hygiène et de l'accès à l'alimentation des pays pauvres dernièrement. C'est une question complètement différente. Le deuxième point que nous avons souhaité souligner, c'est qu'il faut des mesures politiques, concrètes, coercitives, impopulaires, s'opposant à nos libertés individuelles. On ne peut plus faire autrement. Ça, c'est un sujet débattu. Peut-être certains d'entre vous ne seront pas d'accord avec ça, mais ce que je crois fermement, c'est que l'appel à la responsabilité individuelle est nécessaire, mais insuffisant. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, tout le monde sait qu'on va à la catastrophe. Les négationnistes sont de plus en plus rares, ils ne sont pas crédibles. Et pourtant, rien ne change. Oui, nous sommes faibles, nous sommes ainsi faits. Si nous sommes en retard et au volant d'une grosse voiture, sur l'autoroute, on roulerait presque tous à 200 km/h si c'était autorisé. Mais en même temps, nous sommes quand même suffisamment sages pour savoir que l'existence de lois qui nous empêchent de le faire, parce qu'on met notre vie et celle des autres en danger, est nécessaire. Donc on peut simultanément, si vous voulez, être incapable de se raisonner à l'échelle individuelle, ce qui est notre cas, globalement, mais être capable de comprendre que nous avons besoin d'être raisonnés à l'échelle collective. Et donc, nous devons exiger des pouvoirs publics des mesures réelles, c'est-à-dire que les discours, la main sur le cœur, maintenant, n'ont plus aucun intérêt, qui sont concrètes et qui sont impopulaires, parce qu'elles vont forcément s'opposer à un peu de notre confort. Cela dit, et je trouve que ce lieu ici est un très bel exemple, ce n'est quand même qu'une perte de liberté apparente. Parce que quand on dit à un enfant, à un jeune enfant, « je t'interdis de casser ton jouet », bien sûr, on entrave sa liberté de l'action dans l'instant. Mais c'est pour qu'il ait précisément la liberté de pouvoir y revenir par la suite et d'y jouer pendant toute son adolescence. Donc il faut aussi redéfinir nos valeurs dans ce geste. Le troisième et dernier point que nous avons voulu souligner, c'est qu'il faut harceler le pouvoir politique pour que l'écologie soit considérée comme une priorité. J'ai un ami qui est mathématicien, qui a été un des fondateurs de l'université Paris-Dauphine et qui est norvégien, qui s'appelle Ivar Ekland, et qui m'avait dit un jour un truc, j'aime beaucoup la manière dont il me l'a formulé, il m'a dit « on n'ira jamais nulle part sur la question du climat si on essaye d'en faire un problème économique ». Dit autrement, si on essaye d'arbitrer l'opportunité d'agir versus l'opportunité de ne pas agir sous l'angle économique, on n'ira jamais nulle part. Et il y a une raison très simple à ça, c'est que les actifs naturels sont gratuits par convention dans l'économie. Et donc, préserver l'intégrité d'un actif naturel qui, par convention, vaut zéro, c'est-à-dire le système climatique, bah, par convention, ça vaut zéro. Ce qui veut dire que dans toutes les modélisations économiques où vous avez des fonctions de dommage pour essayer de calculer le dommage économique qui résulterait d'une perte d'intégrité du système climatique, en fait, quand vous regardez comment fonctionne le modèle, il est tautologique. Un modèle tautologique, c'est un modèle dans lequel la conclusion, c'est l'hypothèse d'entrée reformulée différemment. Donc, la manière dont les fonctions de dommage sont paramétrées, avec des hypothèses, et donc vous retrouvez en sortie le dommage que vous avez paramétré en entrée avec des hypothèses. Donc le dommage, c'est exactement l'envie que vous en avez. Voilà. Donc ce que m'a dit Ivar Ekland un jour, il m'a dit « jamais on n'ira nulle part en essayant d'en faire un problème économique, il faut que ça devienne un problème éthique ». Dit autrement, il faut que ça rentre, malheureusement, dans le débat du bien et du mal.
Le fait que si vous êtes très énervé par votre voisin de gauche là, qui tape sur son smartphone et qui vous donne un coup de coude par inadvertance, vous n'avez pas le droit de lui coller un ramponneau. C'est pas une affaire de prix. On vous dit pas si vous payez suffisamment cher. Donc c'est pas un problème économique. C'est un problème éthique. C'est un problème moral. On dit vous n'avez pas le droit. Point. Bon. Et si vous le faites, on vous met peut-être une amende, mais surtout on vous met en prison. C'est-à-dire qu'on vous colle une punition qui est elle-même sur le plan de la morale et de l'éthique, on vous prive de liberté. Donc en ce qui concerne le réchauffement climatique, il faut en arriver là aussi. Alors je ne sais pas s'il faut mettre des gens en prison, mais en tout cas ce qu'il faut, c'est que il faut que ça devienne un objectif moral et éthique, parce qu'il n'y a que ces objectifs-là qui sont supérieurs aux objectifs économiques. Hein. On accepte pour la vie de nos enfants, éventuellement de changer de métier pour un métier moins bien payé, d'arrêter de travailler parce qu'il faut s'occuper d'eux, etc. Donc on accepte plein de sacrifices économiques éventuellement pour nos enfants, parce que ça relève de l'affect, parce que ça relève de la morale, parce que ça relève de l'éthique, parce que ça relève des sentiments. Donc tant qu'on n'aura pas mis la question du changement climatique sur ce plan-là, on ne pourra pas avancer à la bonne vitesse en faisant un problème strictement économique. À quoi sert la publicité aujourd'hui? Alors bon, déjà, on va évacuer tout de suite le fait que la publicité dans l'espace public n'a aucun sens, surtout avec des panneaux qui utilisent de l'énergie, alors que tu es en pleine crise écologique et de l'énergie, et tu as des panneaux pour des parfums, des panneaux animés, des gros panneaux LSD qui tournent 24 heures sur 24, c'est une aberration. Mais même l'existence de la publicité, moi j'ai du mal à la justifier. Si on était dans une économie où il fallait maximiser les ventes tout le temps, et que c'était une bonne chose, chaque fois que tu vendais un truc, ça venait créer du bien-être. Ok, mais c'est pas le cas. On a vu ça dans le premier épisode. C'est décorrélé. Et on comprend bien, en fait, la publicité aujourd'hui, elle vient créer des besoins. La plupart des gens, imagine, tu as une pub pour une voiture de sport ou un parfum cher, là, dans une place à Paris. Imagine le pourcentage de personnes qui vont passer en face de cette pub, qui vont se dire, ah bah tiens, j'avais jamais pensé à acheter du parfum, je vais acheter mon premier parfum, putain, je suis trop bien, ça a vraiment amélioré mon bien-être. Et toutes les autres personnes qui vont se dire, ah voilà un parfum, j'adorerais pouvoir l'acheter, mais j'ai pas les moyens. D'ailleurs, cette personne est magnifique et moi je pue, je suis gros et dégueulasse et donc je suis insatisfait avec moi-même. La publicité crée de l'insatisfaction, donc c'est déjà une institution qui détruit du bien-être gratuitement pour créer en fait un sens de l'insatisfaction chez les consommateurs qui vont essayer ensuite d'aller acheter des trucs pour en fait arriver à combler ce vide. Donc déjà, moi c'est une institution, je pense qu'il devrait complètement disparaître, comme l'a fait la ville de Grenoble. Hein. On pourrait dire, voilà, maintenant c'est illégal d'avoir des panneaux publicitaires en extérieur. Surtout, enfin, expliquez-moi à quoi d'avoir des panneaux publicitaires à côté des routes. Je veux dire, on a des politiques de sécurité routière d'un côté pour éviter les accidents de la route, et d'un autre côté, on met des pubs à côté des routes pour capturer l'attention des automobilistes. Moi, j'invite les publicitaires à essayer de m'expliquer. Ça fait des années que je suis en discussion avec eux. Aucun n'a jamais réussi à me démontrer l'utilité de ce genre de publicité. Donc, si on les enlève, on se débarrasse de on se débarrasse déjà des incitations à l'achat. Je pense qu'absolument on peut plus critiquer la compagnie pétrolière que le consommateur, parce que je pense que on appelle ça une asymétrie argumentative. On ne peut pas de la même manière responsabiliser un individu qui veut se déplacer pour aller voir sa famille qu'une boîte qui est en train d'activement mettre en place toute une logistique pour rendre ce choix le choix le plus facile. C'est comme si je veux que tout le monde, je sais pas, mange moins de viande, mais il y a des McDo partout dans le quartier. Ce serait de mauvaise foi de dire c'est ta faute parce que tu prends pas 3 arrêts de métro pour aller manger chez le resto vegan. Donc évidemment que la responsabilité n'est pas la même d'un point de vue individuel et d'un point de vue de la personne qui est en train de faire ce qu'on appelle de l'architecture du choix. Ils vont créer des voitures qui consomment du pétrole, ils vont mettre des stations essence dans tous les quartiers, sur tous les trucs. Donc évidemment que c'est pas la même responsabilité si moi je prends ma voiture et si BP est en train de faire du lobbying pour qu'il y ait je sais pas, des prix attractifs pour les voitures. C'est un peu comme, je peux pas blâmer un individu qui prend l'avion pour aller à New York quand il y a des pubs EasyJet dans le métro qui me dit Paris-New York à 60 €. Bon, là, on n'est pas d'accord. Pour moi, on peut blâmer l'individu qui fait ce choix alors qu'il sait parfaitement que ça a un impact sur le climat. Mais c'est là où on revient. C'est pas le même niveau de blâme. C'est pas le même niveau de blâme. C'est, encore une fois, si j'ouvre des McDo partout et après les personnes, ou bien, je sais pas, dans le supermarché, il y a les fruits qui sont emballés dans du plastique, je peux pas dire à la personne ne mange pas de fruits, mais si tu achètes ce fruit, c'est de ta faute parce qu'il
qu'il y a du plastique et tu sais que le plastique est mauvais. Il y a encore une fois cette notion d'architecture du choix qui est une science hyper étudiée, que nos choix ne se font pas juste d'un point de vue rationnel, de me dire qu'est-ce qui est bon pour moi, je le fais, sinon il n'y aurait pas de fumeur. Parce que personne ne veut s'empoisonner lui-même, alors qu'on sait que ça tue et on le fait quand même. Donc là, c'est même pas un mal collectif. Prenez n'importe quel fumeur, vous lui dites est-ce que tu veux mourir? Il dit non. Il dit pourquoi tu fumes? Parce que on n'est pas des êtres rationnels malheureusement. Et donc il y a toute cette notion systémique qu'il faut prendre en compte de quel choix est-ce qu'on présente et quelle société. Et c'est là où je reviens un peu sur ce que vous étiez en train de dire. Moi, je pense pas que c'est un truc inné juste au cerveau humain, mais je pense que c'est aussi dans cette cognition sociale, dans cette interpersonnalité et dans cette architecture du choix. Évidemment qu'il y a un donc désir. Ça s'intègre dans une société globalement plutôt qu'une surresponsabilisation de l'individu. Oui, exactement. Et je pense que quand on dit contre quoi luttons-nous, je pense pas qu'on lutte principalement contre notre cerveau. Je pense qu'on lutte contre cette surresponsabilisation de l'individu. Parce que je pense que si vous prenez une douche de 3 minutes en plus, déjà, pas toutes les personnes ne se le permettent. Donc les 7 milliards n'ont pas le même impact. Mais surtout, il y a cette notion de qu'est-ce qu'on met de disponible et quelles sont les options qu'on met en face de nous. Et c'est là où je suis complètement d'accord que la majorité des changements qu'on a fait, on les a fait par des lois, par de la législation. C'est comme si je vous dis on va faire des campagnes de sensibilisation sur l'alcool au volant. On va dire aux gens c'est pas bien de boire et de conduire, mais on va pas faire de loi. Ou je dis je vais faire de la sensibilisation. S'il vous plaît, ne fumez pas dans cet amphithéâtre. Oui, on va faire une charte à l'entrée de cet amphithéâtre qui dit. Et on va mettre en place un numéro vert. Voilà, s'il vous plaît, ne fumez pas là. Évidemment que plein de gens vont fumer. Ouais. Et on a vu ça clairement sur la cigarette en intérieur. On a fait une campagne, c'est important, la pédagogie, parce que c'est ça qui rend que les lois soient acceptables. On a fait de la pédagogie sur ne pas fumer, que fumer c'est tue, etc. Et un jour, on a dit, OK, à partir de demain, 7h du matin, vous pouvez plus fumer dans des bistrots. Et les gens ont dit quoi? Mon café clope, ça fait des siècles, c'est la culture française, etc. Au final, c'est passé comme une lettre à la poste. Il y a eu très peu de rejets. Ça a mis genre une semaine pour que tout le monde. Et aujourd'hui, si on rentre dans un bar, il y a un nuage de fumée. Même les fumeurs sont dérangés. Et c'est là où il faut faire attention à cette surresponsabilisation individuelle. Et là aussi, je suis d'accord il y a cet effet rebond. Quand on dit à des personnes, prenez des tote bags, éteignez vos lampes, prenez pas de bain, etc. Et après, ils prennent toute la famille en voyage au Pérou pour aller voir les Andes, ça crée cet effet rebond. Et le dernier point, je suis un peu long, mais comme ça, je peux me taire pour le reste de la table. Et le dernier point, c'est qu'on n'est pas tous aussi égaux dans notre impact sur le climat. Par exemple, vous étiez en train de dire que certaines personnes à revenus plus élevés peut-être accepteraient cette sobriété, mais les personnes de classe sociale moins favorisées aurait du mal, mais aussi il faut garder en tête que plus on monte dans la classe sociale et plus notre impact est important. Donc on va demander moins d'efforts aux personnes. Je sais pas, moi je suis d'origine libanaise, une personne au Liban pollue infiniment moins que moi à Paris, alors qu'elle a peut-être jamais entendu parler du réchauffement climatique. Parce que c'est lesquels au Liban, oui, pour y être allé fois. Il y a malheureusement 1% de la classe libanaise qui fait Carlos, pays. Si tu nous entends. Carlos, par exemple, si tu nous entends. Mais en général, je suis parti trop vite. Voilà, exactement. Mais en général, je sais pas, on intervient sur des aires marines protégées ou des trucs comme ça. On va aller demander à un pêcheur à l'autre bout de la planète de ne plus pêcher dans cette mer, etc. Alors que lui, son impact climatique est quasiment nul. Et donc aussi, la responsabilité n'est pas partagée de la même manière. Et il y a certaines personnes qui vont devoir changer leur mode de vie pour quelque part se calquer au mode de vie de 80% de la planète. On n'est pas en train de leur demander de vivre genre comme disait le président, comme des Amish, mais peut-être de ne pas vivre tellement au-dessus de nos moyens. Il faut essayer d'enclencher le fait qu'on va rendre, je ne sais pas comment il faut le dire, matériel, des choses qui n'ont pas de valeur économique intrinsèque. Et essayer de se détacher de ce qui n'a qu'une valeur économique intrinsèque. Alors les phénomènes qui permettent d'y arriver, et là on quitte totalement le domaine de l'ingénieur, c'est les phénomènes de mode, c'est les phénomènes culturels, c'est le fait de faire société autour de quelque chose. Quand on change les habitudes, le premier à le faire est regardé comme un abruti par tout le monde, le dernier à le faire est tout autant regardé comme un abruti par tout le monde. Oui, soyons paritaires. Donc la manière dont les sociétés évoluent, c'est ça, enfin, ce qui est intéressant, c'est les changements culturels et les changements mentaux, et il n'y a que comme ça qu'on peut y arriver. C'est-à-dire que tant qu'on restera attaché à des possessions matérielles maximales, PIB ou pas PIB, de toute façon, il n'y a pas moyen de sortir volontairement du problème. Ce qui veut dire que ce qui nous en sort, c'est involontaire, voilà. Et un dernier truc que je vais évoquer, qui est en lien avec ça, c'est que vous avez deux manières de consommer moins. Il y en a une que vous désirez, qui s'appelle la sobriété, et une que vous ne désirez pas, qui s'appelle la pauvreté.
Matériellement, c'est la même chose. C'est exactement la même chose. Si vous vous déplacez sur un vélo sans l'avoir voulu, c'est de la pauvreté. Si vous vous déplacez sur un vélo en l'ayant choisi parce que vous pensez que c'est par conviction que c'est mieux que la voiture, c'est de la sobriété. Mais dans les deux cas de figure, vous vous déplacez à vélo. Et il est absolument essentiel qu'une partie de la baisse de la consommation matérielle, parce que c'est ça qu'il faut viser, soit de la sobriété, c'est-à-dire soit un truc qui soit désiré, parce qu'on y gagne autre chose qui permet de se sentir mieux inséré dans la société.